Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On refait un petit point ce matin parce que je fais le tour d'horizon des métriques fondamentaux de cette semaine et il y a pas mal de choses qui m'interpellent, particulièrement sur des positionnements spéculatifs d'arbitrage Ethereum et Bitcoin. On va le voir particulièrement sur les marchés optionnels. Le positionnement est vraiment spécial sur la journée d'hier à tel point que je voulais vous en parler ce matin. Alors comme d'hab, dès qu'on parle de produits dérivés, il faut rester très prudent. Je vous parle encore de toute façon ce qui impacte le plus les marchés crypto pour l'instant. Alors je parle des grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, c'est surtout le fait qu'elles ont moins de 15% du supply qui circule dans les exchanges, ce qui va très largement compliquer le pricing de ces valeurs. Donc, restons toujours prudents sur la volatilité, etc. Du coup, vu que ça manque de supply, on a du monde qui fait joujou sur les différents produits dérivés, que ce soit les futurs ou les options. On va y jeter un coup d'œil donc très rapidement. Toujours en termes de métriques fondamentaux, donc je vous rappelle que tout indique que le bottom est en place et que beaucoup semblent encore considérer que ce ne soit pas le cas. Mais on le voit, c'est tout simplement du hodler qui a récupéré toute la valeur qui est tombée. Et maintenant qu'on recommence à avoir un peu de demande à court terme, on le voit ici, alors c'est peut-être très léger pour vous, mais on voit bien donc que ce sont les traders de court terme, donc des nouveaux arrivants qui viennent se positionner. Et à chaque fois que ça se produit, c'est le départ d'un bull market. Donc je vois difficilement comment après une phase donc d'accumulation de traders de moyen terme, de distillation à proprement parler, ça n'aurait pas dû se produire encore, je le maintiens, mais bon, ça s'est produit tel qu'il est. Donc normalement on avait tout ce qu'il fallait pour repartir ici. Ça n'a pas été le cas, hein. Donc on a eu une rephase de rebaisse sur les prix, flushing des mains faibles de court terme, sensation extrêmement baissière, on l'a vu, divergence sur les métriques de valorisation de façon très sensible. Donc bref, tout m'indique à penser que le bottom est là d'un point de vue fondamental et comme il n'y a pas de supply, je vous ai dit de faire donc très attention. On voit que de toute façon, les opérateurs professionnels se positionnent à chaque fois que le marché optionnel se met à la baisse. Ça se voit, hein, dès qu'on a les funding rates négatifs, boum, tout de suite on a les rebonds de prix, peu importe les open interest, les niveaux des leviers positionnement spéculatifs sont réduits. Bref, c'est plutôt pas mal, ça se déleverage doucement, on voit bien que donc les mains hyper spéculatives ou les mains de court terme se sont fait démonter et les flux sont passés dans les holders de moyen terme, hein, ce qu'on voit ici. Donc la plupart des jetons de long terme n'ont pas bougé et les accumulations ont été faites. C'est ce qu'on voit, hein, donc, puisque ça nous a fait tomber les nombres de jetons en circulation. Notez toujours qu'il y a moins d'Ether en circulation que de Bitcoin. C'est toujours la chose à retenir, hein, d'accord. Côté Ethereum, on est à 12%, mais dans les deux cas, hein, on est sur quelque chose de très faible. On a les mêmes situations techniques en termes de valorisation sur Ethereum, le même type de divergence, etc. Maintenant, je ne peux pas avoir le Realized Cap Hodl Wave ici, hein, mais on le verra également. La demande ici des traders de court terme se remet en place, hein, tout doucement. Regardez juste les chiffres en bas, c'est le 24 heures qui m'intéresse. Et on le voit bien, hein, donc on passe de 0, enfin bref, ça remonte un tout petit peu, tout doucement, mais on n'a pas ici le weighting Realized Market Cap qui pourrait être très intéressant, puisqu'évidemment, étant donné les prix actuels, ça serait assez visible sur le court terme, mais ça se voit moins dû à la pondération. Même chose ici, hein, on voit bien que les positionnements spéculatifs avec donc le levier sur les futurs est assez plat depuis un bon moment, mais ça spécule toujours sur Ethereum. Bref, ici on a la même chose, et évidemment, donc dès que les funding rates deviennent négatifs, tout de suite la smart money se positionne contrepartie. Donc on va voir un peu le délire, mais ici en gros, hein, c'est toujours la même chose. À la moindre demande, il n'y a pas le moindre supply, donc ça va vite se traduire par des hausses de prix assez épidermiques. Ça, c'est ce que vous connaissiez déjà. Je voudrais vous rajouter ce truc-là, qui est donc très intéressant. Je cherchais effectivement un plateau d'analyse optionnelle, et laevitas.ch est franchement absolument topissime, et c'est gratos. Donc voilà, les métriques que je regarde particulièrement là-dessus, donc c'est l'open interest en général. Mais ce que j'aime beaucoup sur ce truc-là, que j'avais pas vu sur les autres et qui facilite grandement l'analyse, c'est que donc j'ai le positionnement des traders sur les dernières 24 heures, c'est-à-dire qui a acheté et vendu des puts et des calls. Donc ça suffit pas simplement, en gros on a une vision générale du truc, là on a une vision de ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures.
d'accord, sur les différents open interest qui ont été mis, mais surtout on a le ratio de qui a acheté, qui a vendu les différents puts et les différents calls, d'accord. Donc là vous avez call B pour buy, call S pour ceux qui ont vendu ces calls, et même chose pour les puts. Ok, donc ce qui est assez intéressant, on va le voir, c'est que surtout pour ma part, c'est ici que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on a un vrai positionnement asymétrique entre Ethereum et Bitcoin, m'invitant à penser qu'il y a des arbitrages qui sont faits sur ETH-BTC, et du coup on va regarder le graphique juste après. C'est sur le marché des options, on est encore une fois sur quelque chose de très spéculatif, c'est un peu le casino de la finance, et quand je vous le rappelle, de toute façon, les supplies qui ne circulent pas font que si ces gars-là sont démontés, de toute façon ils sont obligés de prendre leurs pertes très vite. Le Max Pain ici, très intéressant comme outil, que vous pouvez regarder dans l'historique, c'est-à-dire là je vous mets 6 mois de Max Pain, ça nous permet de voir donc comment on réagit les prix en positionnement par rapport aux différentes options, et raison pour laquelle, donc moi si je combine cet ensemble, on voit bien que côté Bitcoin, on est déjà en train de ressortir de la pression puisqu'on se repositionne en termes de prix au-dessus du niveau de Max Pain, et ça se voit bien, on a effectivement ici une demande assez intéressante au niveau des puts et des calls, et on le voit à chaque fois que les calls sont demandés, on a donc plus d'acheteurs de calls que de vendeurs, d'accord? Surtout sur des open interest assez élevés, comme ici 60 000. Maintenant, on prend toutes les expirations ici. Mais donc hier, il y a eu pas mal de calls traités sur la valeur des 60 000 pour Bitcoin, et il y a eu plus de demandes que de gens qui venaient offrir ces calls. Bon, assez intéressant comme truc, puisqu'on voit donc que les prix, effectivement, restent toujours au-dessus du fameux niveau de Max Pain. Bon, maintenant, on a une histoire totalement différente sur Ethereum, ce qui m'invite évidemment à penser qu'il y en a pas mal qui jouent ces petits arbitrages sur des UT de court terme, à quelques jours, j'entends bien, pas des longues expirations sur les options, où évidemment, donc ici sur Ethereum, on est toujours bloqué complet sur cette zone vraiment pivot des 3000 $. On voit bien que l'open interest, il bouge pas depuis très longtemps. On n'a pas encore réussi à franchir ce niveau à la hausse, et par contre, vous voyez qu'en termes de positionnement des options hier, c'est vraiment extrêmement différent. Au niveau de l'open interest, on n'est pas sur une grosse différence, mais vraiment hier, le positionnement est marqué. Il y a eu des positionnements entre Ethereum et Bitcoin, ça se voit très clairement. Parce qu'on a énormément de gens qui achètent des puts, d'accord, vraiment beaucoup de gens, mais surtout, on a énormément de gens qui vendent des calls. Il y a beaucoup plus de vendeurs de calls hier. Donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient de se positionner contrepartie de ceux qui parient à la hausse sur Ethereum. Et ça me permet de me positionner. C'est-à-dire que comme on le voit que le Max Pain, on reste toujours avec des prix dessous, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parient qu'à court terme, Ethereum va pas réussir à monter au-dessus des 3000. Et c'est ce qu'on voit. Dès qu'il y a les positionnements hier sont particulièrement faits au-dessus de ces 3000 $ pour dire non, on n'ira pas. Et si tu veux faire le pari qu'on ira, eh bien, je vais me mettre en face de toi. Donc attention hier, positionnement asymétrique des vendeurs, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit aussi vendre au niveau des, acheter des, alors c'est acheter des puts, d'accord, put buy du coup, on les voit acheter effectivement des puts pour essayer de venir positionner le prix vers 2006. Donc on va voir, c'est pas non plus la fin du monde, mais globalement hier les puts les plus achetés sont en target 2005, pardon. Et par contre, ça vend du call à toutes les échéances, et on voit que les acheteurs de call sont moins nombreux que les vendeurs de call hier. Donc on a vraiment un pari contrarien qui dit non, vous passerez pas à la limite. C'est vraiment le sentiment que j'en ai. Maintenant, ce que ça me donne sur les arbitrages de prix, voilà ce qu'on a. Ethereum, effectivement, on l'avait dit dans nos analyses hebdomadaires, ce qu'on a, c'est des signaux un petit peu plus neutres, c'est-à-dire, attention, Ethereum pourrait effectivement rester sur ces paris de l'oscillation à 2600 $, c'est-à-dire que les gens qui vendent ces calls et qui achètent quelques puts ne visent pas nécessairement la fin du monde, mais un retour vers le niveau de support précédent, bref, le fameux triangle dont je vous parlais. C'est la raison pour laquelle les options m'invitent à penser qu'il y a des gens qui prennent ces paris-là. Et je vois surtout qu'ils ne les prennent pas sur Bitcoin. C'est ça qui est assez marrant, puisqu'on le voit bien sur Bitcoin, même si on a le même type de signaux, la structure est globalement plus haussière. Donc, on voit bien que Bitcoin, ça risque d'osciller en accumulation sous la résistance, alors qu'Ethereum, certaines personnes font le pari qu'on risque de remettre ce marché sous pression. Je me pose toujours la question donc de qu'est-ce que ça va donner, puisque comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais prendre ce type de pari en mode optionnel à court terme. Quand il n'y a pas de supply, il ne faut vraiment pas s'amuser à faire joujou sur le casino de la finance. Mais juste de se dire, je note le positionnement spéculatif et on va regarder donc ETH-BTC, puisque c'est quand même assez intéressant de regarder sous cette forme-là.
Et on se dit, ah ouais, effectivement, il y a une petite faiblesse relative de l'Ethereum face au Bitcoin, ça dure depuis un bon moment quand même, et on a déjà ces alertes de volatilité, on est très très loin des moyennes. Bon, alors évidemment, loin de moi de parier sur la volatilité d'un spread chart, mais il est fort à penser ici qu'il y a pas mal de gens qui auraient probablement envie de retirer ce truc-là vers le support majeur ici. Et effectivement, dans ce cas-là, on aurait un Ethereum un petit peu défavorisé par rapport à Bitcoin. C'est là aussi où on retrouve le canal de tendance. Bref, on voit bien que la demande, elle est plutôt située un peu plus bas sur ce ratio Ethereum-Bitcoin. Ou en tout cas, en cas d'invalidation, il va falloir très vite aller retaper direction des ATH. Donc on voit bien qu'il y a ces paris spéculatifs qui sont faits. On est toujours sur cette structure d'accumulation, donc c'est pour ça que je trouve ça très culotté quand même de venir taper sur Ethereum, alors que si ça rebondit dans le bas de canal, bah, c'est une perte assurée. Hein. Donc je trouve ces arbitrages effectivement mis en place sur les dernières 24 heures, donc on est sous résistance et je peux très clairement comprendre que les positionnements spéculatifs se mettent plus sur Ethereum, puisqu'on l'a vu pour l'instant, à court terme, Ethereum semble être un petit peu plus faible que Bitcoin. Et effectivement, on a des thématiques, mise en place de l'écosystème Cosmos qui s'ouvre à l'EVM, etc. Donc, c'est toujours un peu de liquidité qui se fait pomper d'Ethereum. Bon, je peux comprendre tout à fait le narratif, comme je vous dis, et le positionnement de court terme. Sous résistance, on va essayer de vendre le plus faible et d'acheter le plus fort. Et on le voit bien donc sur ce positionnement optionnel. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder, donc, comme on l'a dit, que les différents métriques montrent qu'en termes de levier, par contre, sur les futurs, on n'est pas non plus sur la stratosphère. Donc je suis très curieux en fait de voir ce que vont donner les funding rates aujourd'hui, alors on aura la data demain, sur ces différents produits futurs, puisque d'un point de vue optionnel, on va voir si demain ça se poursuit, c'est-à-dire je regarderai très clairement ce truc-là demain pour voir si au courant des prochaines 24 heures, bah, justement, on va avoir maintien de vente de call supérieur aux achats et surtout donc d'achat de put supérieur aux contreparties. Dans ce cas-là, si on est toujours maintenu sous le max pain, je pense qu'il risque d'y avoir effectivement des arbitrages Ethereum Bitcoin qui vont se voir à travers les prix. Bref, c'est ce que je surveille clairement aujourd'hui. Donc s'il y a un graphique à surveiller, à mon avis, c'est celui-là, le THBTC, voir si effectivement on va avoir donc un enfoncement du dernier support pour venir travailler sur des niveaux de prix légèrement inférieurs. On est quand même sur quelque chose d'assez sensible, hein, c'est-à-dire que si ça tombe, ça veut dire qu'on va avoir un Ethereum qui va se prendre une quenelle aujourd'hui. On va voir un petit peu le délire, mais en tout cas, il y a des gens qui, hier, ont fait ces paris-là, et on le regardera sur les différentes expirations. C'est vraiment des paris à court terme qui sont faits pour l'instant, donc il paraît que ça va se produire dans les prochains jours. Donc vraiment à surveiller l'Ethereum. Si on a des catalyseurs un peu plus baissiers, on va voir ce que ça peut donner. Mais bon, voilà. Moi, pour l'instant, j'ai toujours énormément de mal avec les gens qui ont des arguments baissiers Ethereum, quand il n'y a que 12% du supply qui circule. Donc encore une fois, attention, si ces bonhommes-là se font invalider, ils vont devoir très rapidement lourder leurs options dans un marché qui va pas leur faire de cadeau. Donc toujours pareil, cet open interest, ce max pain qu'on a vu sur l'Ethereum, qui est donc vraiment situé sur ce niveau des 3000, c'est le niveau que tous les traders de produits dérivés vont essayer de maintenir. Si Ethereum passe au-dessus des 3000, je préfère être franc, il n'y a plus rien et on va franchir très rapidement la zone pour aller à 4000. Donc je pense pas nécessairement que ce soit le cas et je trouve que les paris optionnels sont pas totalement débiles non plus, mais ce sont vraiment donc des paris de court terme. Donc je pense encore une fois qu'ils vont freiner les prix, bloquer un peu la liquidité et que sans catalyseur externe, il y a quand même de fortes chances qu'Ethereum repasse par la zone 2006-2005. Donc restez prudents, encore une fois, il n'y a pas d'euphorie à mettre dans ces marchés. C'est pas des moments pour appuyer fort sur les boutons d'achat, etc. Sauf si vous avez des visions de moyen terme. Dans ce cas-là, tout ce que je vous dis ici à court terme, vous n'en avez rien à foutre. N'arrivez jamais à vous convaincre qu'il faut vendre 3000 pour acheter 2005 et que ça vous permettra de gagner $500 par Ether et du coup vous pourrez les acheter moins cher, etc. Je vous rappelle que si votre objectif c'est de viser des ATH, ça c'est ce qu'on appelle de la gestion du risque, c'est-à-dire vous nagez un peu dans la soupe. Tant que vous achetez pas dans la partie haute de ce range, je vous le rappelle, pas d'achat en dessous, pas d'achat au-dessus de 2008, on n'achète pas dans le haut du range, mais normalement, j'insiste, il y a déjà des signaux, toutes les gestions du risque à l'achat ont été proposées, vous devriez déjà être acheteur si telle était votre volonté. Voilà.